Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord regarder le contenu du projet de révision de la Constitution malienne et voir ce que le gouvernement essaye de modifier. Ensuite, nous allons regarder dans quelle mesure le référendum constitutionnel est opportun ou même légal. Qu'est-ce que le gouvernement essaye de modifier ? Il y a énormément de choses à dire sur le projet de révision, mais dans cette vidéo, nous allons regarder les points qui interpellent le plus. Nous allons regarder les points les plus frappants et qui certainement n'auront pas échappé à beaucoup d'entre vous. Alors, premièrement, le serment du président de la République ne comporte plus l'engagement de faire respecter l'indépendance du Mali et l'intégrité du territoire. Dans la constitution actuelle, qui est consécutive au soulèvement révolutionnaire de 1991, le président de la République a l'obligation de prêter serment en déclarant, je jure, je cite, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Aujourd'hui, le gouvernement essaye de retirer de ce serment l'indépendance du Mali et l'intégrité du territoire national. Voilà ce que nous avons dans le projet de révision constitutionnelle. Je jure, je cite encore, de garantir l'unité nationale, virgule, je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Donc, comme vous pouvez le voir, la promesse de garantir l'indépendance du Mali et l'intégrité du territoire a tout simplement sauté juste après la virgule qui, soit dit en passant, aurait dû être un point. Maintenant, la question qu'il convient de se poser est de savoir à qui cela profite. Est-ce que supprimer l'obligation de garantir l'indépendance du Mali et de garantir l'intégrité du territoire national profite au peuple malien ou est-ce que ça profite à d'autres ? Il serait quand même intéressant de savoir pourquoi le président de la République souhaite se dédouaner de telles obligations. La deuxième chose qui interpelle dans cette tentative de modification de la Constitution, c'est le traitement de la Haute Cour de justice. Alors, pour rappel, la Haute Cour de justice, c'est une institution qui a pour objet de juger le président de la République et les ministres pour des faits qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient en fonction. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement essaie de faire de cette Haute Cour de justice ? Nous allons voir ça. Tout d'abord, le gouvernement retire la Haute Cour de justice de la liste des institutions de la République. Dans la Constitution actuelle de 92, nous avons une liste d'institutions de la République, parmi lesquelles figurent 8 institutions, dont la Haute Cour de justice, comme vous pouvez le voir en jaune. Dans la tentative de révision constitutionnelle, la Haute Cour de justice a tout simplement disparu de la liste des institutions de la République. Cette cour existe encore dans le projet de révision, mais on se demande maintenant quel est son statut, si ce n'est plus une institution de la République. C'est une institution de « on ne sait pas ». Et puis tout simplement, pourquoi un tel changement ? Point d'interrogation. En plus du retrait de la Haute Cour de justice de la liste des institutions de la République, le gouvernement essaye de réduire les raisons de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de justice. Je m'explique. Dans la Constitution de 92, la Haute Cour de justice peut juger le président de la République et les ministres pour haute trahison ou pour des crimes et des délits de droit commun qui sont commis dans l'exercice de leurs fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec notre Constitution de 92, si le président de la République commet une infraction qui est définie par le droit pénal comme étant un crime ou comme étant un délit, le président de la République peut être mis en accusation devant la Haute Cour de justice et jugé par la Haute Cour de justice. Par exemple, le président de la République peut être jugé pour des infractions telles que le vol, l'extorsion, l'abus d'autorité, la concussion, qui veut dire la perception de sommes indues, l'ingérence dans les matières du commerce. Ce sont des infractions qu'on retrouve dans le code pénal. Et en plus de ça, toujours en vertu de la Constitution de 92, le président peut être mis en accusation pour des actes de haute trahison. Ça, c'est notre Constitution actuelle. Maintenant, le gouvernement essaye de faire en sorte que le président de la République ne puisse plus être jugé pour des crimes et des délits, mais qu'il soit jugé uniquement pour haute trahison, alors qu'en vertu de la Constitution actuelle, le président est jugé et pour haute trahison et pour des crimes et des délits du code pénal, comme on l'a vu. Et le projet de révision donne une définition très limitée de ce que peut être la haute trahison.
Question. Est-ce que le fait que le président de la République ne soit plus jugé pour des crimes et des délits de droit commun profite au peuple ou bien à d'autres personnes? Point d'interrogation. Dernière chose concernant cette haute cour de justice, c'est que le gouvernement propose que la mise en accusation du président de la République soit votée à la majorité des 2/3 des membres des deux assemblées, c'est-à-dire la majorité des 2/3 de l'Assemblée nationale et la majorité des 2/3 du Sénat. Actuellement, comme vous le savez, nous n'avons pas de Sénat. Et le projet de révision de Constitution prévoit la création d'un Sénat, comme vous avez dû l'entendre. Nous allons voir ce point plus tard, mais notez quand même que la particularité de ce Sénat est que le président de la République nomme lui-même 1/3 des membres du Sénat. Donc, nous pouvons considérer que ce tiers-là, que le président de la République a nommé, lui est acquis. Les 2 autres tiers des sénateurs sont élus au scrutin indirect, ce qui va limiter la visibilité de ce qui se passe au sein du Sénat. Aujourd'hui, le peuple vote directement pour les représentants qui ont le pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple vote pour les députés de l'Assemblée nationale au suffrage direct. Pour en revenir au jugement du président de la République devant la Haute Cour de justice, le seul moyen de mettre en accusation un président en exercice avec la majorité des 2/3 du Sénat, c'est que 100% des sénateurs qui n'ont pas été nommés par le président, plus un sénateur qui a été nommé par le président, parce qu'en fait, il ne faut pas seulement 2/3, il faut la majorité des 2/3 du Sénat. Donc tout ce petit monde doit voter pour cette mise en accusation. Et là, on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc, on récapitule sur les amendements proposés s'agissant de la Haute Cour de justice. Non seulement la Haute Cour de justice ne fait plus partie des institutions de la République, en plus, elle ne juge plus le président de la République pour des crimes et des délits de droit commun. Et enfin, le président de la République ne peut être inquiété que pour haute trahison, à condition que plus des 2/3 du Sénat et plus des 2/3 de l'Assemblée nationale votent sa mise en accusation. Ce qui est impossible en pratique s'agissant du Sénat parce qu'il est prévu, comme on l'a vu, que le président de la République nomme 1/3 des sénateurs. La conséquence qu'aurait une telle modification portant sur la Haute Cour de justice, c'est que le président de la République ne serait en fait jamais inquiété, ni pour des crimes ou des délits visés dans le code pénal, ni pour haute trahison. Et cela équivaut à une impunité totale du président de la République. Question. À qui est-ce que ça profite? Est-ce que ça profite aux Maliens ou à d'autres personnes? Point d'interrogation. On vient de toucher du doigt la nomination des sénateurs par le président de la République. Maintenant, regardons ce que fait le projet de révision de la Constitution pour nos institutions. Alors, qu'en est-il des institutions? Pour commencer, nous avons une institution qui saute, c'est le Haut Conseil des collectivités. À première vue, on pourrait croire que le Haut Conseil des collectivités serait remplacé par le Sénat. Mais attention, si le Sénat venait à exister, le Sénat aurait beaucoup plus de pouvoir que le Haut Conseil des collectivités. Le Sénat aurait le pouvoir de faire les lois avec l'Assemblée nationale, alors que le Haut Conseil des collectivités ne donne que des opinions sur des politiques de développement local et régional, et il ne peut se réunir que pour 2 sessions de 30 jours maximum. Voilà pour le Haut Conseil des collectivités. Ensuite, nous avons le fameux Sénat. Voici une nouvelle institution. Comme nous l'avons vu, 1/3 des sénateurs est nommé par le président de la République. Et comme c'est une nouvelle institution, on peut se demander combien la création d'un Sénat va coûter aux Maliens. Pour avoir une vague idée, on peut regarder le budget qui a été alloué à l'Assemblée nationale pour l'année 2017. Et là, comme vous pouvez le voir en rouge, on en a pour presque 17 milliards de francs CFA pour l'Assemblée nationale, encore une fois, pour l'année 2017. Il ne serait pas réaliste de laisser entendre que le budget affecté au Haut Conseil des collectivités pourrait être réaffecté au Sénat, car les activités et les pouvoirs du Sénat sont beaucoup plus étendus que ceux du Haut Conseil des collectivités. Donc en 2017, pour l'Assemblée nationale, nous avons un budget de près de 16 milliards, donc on peut estimer qu'un Sénat aura un budget plus ou moins similaire pour un fonctionnement normal. Mais à cela s'ajoute le coût
de la création de nouvelles institutions, il lui faut un édifice et il faut également au Sénat des sénateurs. Et pour avoir des sénateurs, en dehors de ceux qui ont été nommés par le président de la République, les 2 autres tiers doivent être élus. Donc il faut organiser des élections. Et ça se paye. Vous pouvez voir ici, toujours dans le budget de 2017, que 10 milliards de francs avaient été affectés aux dépenses électorales. Donc on pourra facilement dépasser les 30 milliards de francs. Et là, nous parlons d'argent public, nous parlons de l'argent du contribuable malien, nous parlons de l'aide étrangère qui est destinée aux Maliens, nous parlons des prêts qui sont accordés au gouvernement malien et que le peuple malien devra rembourser. Question, à qui cela profite? On rappelle quand même qu'avec ce Sénat, il n'y aurait quasiment aucune chance de mettre en accusation le président de la République devant la Haute Cour de justice. En plus d'un Sénat, le gouvernement nous propose une autre nouvelle institution qui est la Cour des comptes. Sur la forme, le gouvernement malien s'est clairement inspiré de l'exemple français. La Cour des comptes, c'est une institution qui a été créée sous Napoléon Bonaparte, donc au XIXe siècle. Et aujourd'hui, cette institution existe encore en France et elle a pour mission, entre autres, d'aider le Parlement à contrôler l'action du gouvernement. Dans le projet de révision, les dispositions qui concernent la Cour des comptes s'inspirent largement, encore une fois, de la Constitution française, qui à certains endroits est tout bonnement recopiée mot pour mot. Sauf que dans le projet de révision, on fait des petites modifications discrètes qui vident de sa substance l'intérêt d'avoir une Cour des comptes. La disposition de l'article de la Constitution française qui a fait partiellement l'objet d'un recopiage par le gouvernement malien indique que, je cite, « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement ». Ce que fait le gouvernement malien, c'est de prendre cet article de la Constitution française et de changer une chose, petite en apparence mais néanmoins fondamentale, en disant « La Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances, etc., etc., etc. » Donc ici, le gouvernement souhaite créer une Cour des comptes, mais l'objet de la Cour des comptes n'est pas de contrôler l'action du gouvernement, c'est plutôt de contrôler d'autres fonctionnaires plus en bas de l'échelle. Autre chose notable concernant la Cour des comptes, c'est que on ne connaît ni sa composition, ni le mode de désignation de ses membres. Donc on ne peut pas savoir actuellement dans quelle mesure cette institution sera réellement indépendante. Mais il est quand même primordial qu'elle soit indépendante parce que le gouvernement souhaite que cette institution ait la responsabilité d'approuver le fait ou non que le président de la République puisse acquérir à titre personnel pour son propre compte des biens du domaine de l'État. Pour en finir avec les institutions, la tentative de révision souhaite que nous ayons des institutions qui ressemblent à ça. C'est-à-dire un Sénat avec un tiers qui est nommé par le président de la République, une Cour constitutionnelle dont le tiers des membres est nommé par le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature dont le président est également le président de la République, et enfin une Cour suprême dont le président est nommé via le Conseil supérieur de la magistrature, dont le président n'est autre, comme on l'a vu, que le président de la République. Quatrième point qui a retenu notre attention, pour se présenter aux élections présidentielles et prétendre à la magistrature suprême, il faut être exclusivement malien d'origine. Ça veut dire que le gouvernement souhaite faire en sorte d'interdire à toutes les personnes qui sont à la fois maliennes et ressortissantes d'un autre pays le droit de se présenter aux élections présidentielles. Mais attention, être exclusivement malien, ça ne veut pas dire ne détenir qu'un passeport malien. Ce n'est pas parce qu'on a un seul passeport qu'on a une seule nationalité. La plupart des pays de ce monde appliquent le droit du sang en matière de nationalité, c'est-à-dire qu'ils appliquent la transmission de la nationalité par filiation. Ça veut dire que si par exemple vous avez une mère malienne et un père sénégalais et que vous avez fait toute votre vie au Mali sans même avoir mis le pied au Sénégal et sans même avoir touché dans votre vie un passeport sénégalais, vous serez de nationalité malienne par votre mère et vous serez de nationalité sénégalaise par votre père, que vous le vouliez ou non.
C'est-à-dire que le jour où vous voudrez obtenir un passeport sénégalais, vous n'aurez pas besoin de passer par une procédure de naturalisation parce que vous êtes déjà sénégalais. Vous n'aurez qu'à établir votre filiation et ça peut se perpétuer de génération en génération. C'est valable pour le Sénégal, mais c'est aussi valable pour les pays frères qui partagent une frontière avec le Mali, à savoir par exemple le Burkina, le Niger, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire ou la Guinée. Pour rappel, en 1960, c'est-à-dire au moment de la naissance des parents d'un jeune adulte d'aujourd'hui, ou des grands-parents d'un jeune enfant d'aujourd'hui, le Mali c'était ça. C'est la Fédération du Mali. Et puis avant la Fédération du Mali, les frontières étaient encore différentes. Et avant la colonisation, il y avait une succession d'empires dans toutes ces régions, enfin en tout cas dans tous ces pays, ce qui fait que les cultures de ces pays qui faisaient partie de ces empires sont très similaires et que naturellement les mariages ont toujours eu lieu indépendamment des frontières. Et d'ailleurs, ce sont surtout les frontières qui n'ont pas cessé de se déplacer. En réalité, par exemple, essayez de demander à une personne qui ne s'intéresse pas du tout au football de vous dire laquelle de ces deux équipes de foot est l'équipe du Mali et laquelle de ces équipes est l'équipe de la Guinée. En réalité, ce ne serait pas exagéré de dire qu'actuellement, il y a beaucoup plus de Maliens qui ont la double nationalité que de Maliens qui détiennent physiquement deux passeports. Donc maintenant, si on nous dit qu'il faut être exclusivement malien d'origine, ça veut dire que même si vous parvenez à effectuer les démarches pour renoncer à votre deuxième nationalité, dont vous avez hérité en vertu du droit du sang, et ça c'est très difficile, vous ne pourrez jamais avoir la possibilité de vous présenter aux élections présidentielles, car l'exclusivité de la nationalité malienne doit être à l'origine, c'est-à-dire depuis la naissance. Vous imaginez les problèmes que ça peut engendrer ? Une personne pourrait essayer de détruire son rival politique en disant que son arrière-arrière-arrière-grand-père n'était pas malien. Et ça va aller dans tous les sens. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps. On disait qu'Alassane Ouattara n'était pas un vrai Ivoirien. Regardez le nombre de morts, regardez les pas en arrière qu'a fait ce pays qui s'en sortait pas si mal avant. Et puis il ne faut pas oublier, le président de la République est censé promouvoir et protéger l'unité africaine. Donc comment on peut justifier une telle discrimination ? Et n'oublions pas les Maliens qui sont expatriés à l'étranger. Ces Maliens, souvent, font l'objet d'admiration à travers l'Afrique et ils sont connus au-delà de l'Afrique pour leur solidarité vis-à-vis de leur communauté dans le pays d'accueil qui, souvent, ne les accueille pas très très bien et vis-à-vis de ceux qu'ils ont laissés au Mali. Et là, vous demanderez si vous voulez à des Congolais ou à des Gabonais ou des Équato-Guinéens, c'est leur réputation. Même ceux qui n'ont jamais pu faire l'école en dehors de l'école coranique, ou même ceux qui n'ont même pas fait l'école coranique, contribuent activement au développement de leur village ou de leur région. Ils vont jusqu'à remplir des missions de service public qui incombent à l'État pour désenclaver leur village, pour apporter de l'eau, de l'électricité, etc. Et dans quelles conditions ils vivent ? Et dans quelles conditions ils s'expatrient ? La plupart du temps, la pudeur ne peut pas leur permettre de s'étendre sur la question, mais de plus en plus régulièrement, les médias lèvent le voile sur des tragédies quasi quotidiennes. Pourquoi une telle discrimination ? Il y en a qui vont dire que c'est parce qu'on veut s'assurer de la loyauté du président vis-à-vis du Mali. Mais dans ce cas-là, si on veut pousser l'absurdité jusqu'à son paroxysme, pourquoi ne pas interdire au chef d'État d'épouser une personne qui a une autre nationalité ? C'est toujours compliqué de prouver les mobiles, donc ce n'est pas la peine de spéculer plus que ça, mais nous pouvons nous cantonner à notre question récurrente et pragmatique. À qui cela profite d'exclure un Malien qui est patriote, qui est compétent, qui est prêt à servir son pays et qui a également une autre nationalité juste parce qu'il a une autre nationalité, même s'il a consacré sa vie au développement du Mali. Point d'interrogation. Ce qui est certain en tout cas, c'est que c'est une nouveauté. Le Mali, c'est un pays qui est connu pour avoir toujours été ouvert, tolérant et inclusif. Donc ce type de discrimination est assez étrange. Dernier point qui a retenu notre attention, c'est les conditions de la révision constitutionnelle. Dans la constitution actuelle de 92, il appartient au peuple de décider par référendum de modifier la constitution. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite retirer la majeure partie de ce pouvoir des mains du peuple.
En effet, dans le projet de révision, le président de la République décide tout seul de modifier la Constitution sans passer par le référendum. Donc il peut décider de passer par le Parlement, à savoir le fameux Sénat et l'Assemblée nationale. Et comme on sait, il contrôle une partie du Sénat. Ensuite, on nous précise que le président de la République n'aura pas cette liberté de choisir s'agissant de la modification du nombre de mandats et de la durée des mandats. Mais en réalité, ça n'éloigne aucun risque d'abus, car si tous les pouvoirs sont réunis entre les mains du président de la République, le peuple n'aurait plus son mot à dire et il y a peu de chances que des élections référendaires soient transparentes. Et puis on nous dit, on ne peut pas organiser un référendum pour corriger toutes les imperfections et les erreurs, entre guillemets, matérielles de la Constitution. Et en effet, la Constitution a des imperfections qui auraient pu être évitées. Et quand on regarde le projet d'amendement, on voit qu'il comporte encore plus d'imperfections. Et là, on ne parle pas de fond, on parle de forme. Parce que le fond est soumis à un débat. Mais s'agissant de la forme, pourquoi il y a tant d'imperfections? Le document qui a circulé entre le Parlement et le gouvernement comportait au moins 300 erreurs d'orthographe, de syntaxe, de ponctuation, de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, je vous laisse regarder un exemple de ces erreurs. Par la suite, le document a fait l'objet d'un nettoyage et nous avons un document qui était destiné au journal officiel, mais dedans il reste encore une cinquantaine d'erreurs. Et là, vous pouvez en voir quelques-unes également. Par exemple, huis clos s'écrit avec un S pour oui. Là, vous regardez dans l'article 8 et l'article 9, vous voyez que tous les deux modifient le titre 8 de la Constitution. Donc il y a une erreur parce que pour l'article 8, c'est censé être le titre 7 de la Constitution. Ensuite, pour le serment du président de la République, on met une virgule plutôt que de mettre un point. En fait, quasiment chaque paragraphe du projet de révision démontre que les rudiments de l'emploi des majuscules ne sont pas maîtrisés. Les rédacteurs ne suivent aucune règle en la matière, pourtant ces règles existent. S'agissant des mois de l'année, regardez ce que dit l'Académie française. Ensuite, certains vont dire « Pourquoi tant de chichi? Pourquoi chercher la petite bête ?» Mais nous parlons du texte le plus fondamental. Est-ce que le Mali ne mérite pas d'avoir une rigueur absolue sur un texte comme la Constitution? Pourquoi écrire un brouillon et ensuite, quelques années plus tard, nous dire que le texte comporte des imperfections? Et puis, si la plus grande des rigueurs n'est pas appliquée pour un texte aussi fondamental que la Constitution, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste des affaires du pays? Comment on les traite? Avec quel niveau de rigueur on les traite? Nous avons passé pas mal de temps sur le contenu des amendements proposés par le gouvernement. Maintenant, regardons dans quelle mesure il est opportun ou approprié aujourd'hui de modifier la Constitution. Pour commencer, notre Constitution actuelle nous dit, dans son article 118, « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. » Que veut dire intégrité du territoire? Comme la Constitution est rédigée en français, nous allons garder le mot intégrité dans le Larousse. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve intégrité veut dire état de quelque chose qui a toutes ses parties et qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. Exemple, intégrité du territoire, intégrité d'une œuvre. Et là, on va peut-être dire « Ah oui, mais il y a aussi la notion d'intégrité territoriale en droit international. » Ok, dans ce cas, nous pouvons regarder les mandats successifs des forces onusiennes au Mali, c'est-à-dire de la MINUSMA. Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui permettent à la MINUSMA d'intervenir au Mali indiquent systématiquement que les groupes armés au nord du pays ne reconnaissent pas l'intégrité territoriale et exigent qu'ils la reconnaissent et qu'ils la respectent. Par ailleurs, le 29 juin 2017, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution afin de renouveler le mandat de la MINUSMA sur le sol malien, en exigeant encore une fois que tous les groupes armés au Mali reconnaissent sans condition l'intégrité du territoire de l'État. Donc si le problème d'intégrité territoriale avait déjà été résolu, pourquoi y faire référence le 29 juin 2017? Et également, de quoi parle l'ONU? Est-ce que l'ONU parle de l'invasion par un pays étranger? Non. L'ONU considère que l'instabilité au nord du Mali peut constituer une menace pour l'intégrité territoriale. Et pour rappel,
la MINUSMA continue de subir des pertes humaines dans le nord du pays. D'ailleurs, rien de concret n'a montré que l'État a rétabli son autorité sur l'ensemble du pays. Par conséquent, nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, l'intégrité du territoire malien est toujours menacée. Et si ce n'était pas le cas, nous pouvons penser que le gouvernement n'aurait pas essayé de faire disparaître du serment du président de la République la promesse de garantir l'intégrité du territoire national et l'indépendance de la patrie, comme nous l'avons vu. Dans ces conditions et en vertu de l'article 118 de notre Constitution, il est difficile de comprendre qu'une procédure de révision puisse être engagée. Autre point s'agissant de l'opportunité et de l'utilité du référendum et de la révision, certains partisans du référendum sont pour la révision constitutionnelle parce qu'ils considèrent que la révision constitutionnelle permettrait aux Maliens de l'extérieur d'être représentés à l'Assemblée nationale. En effet, c'est ce que propose le gouvernement, mais il y a deux choses à ne pas perdre de vue. La première, c'est que d'une part, le gouvernement souhaite maintenant opérer une discrimination entre ceux qui sont uniquement maliens et ceux qui sont maliens et qui ont une autre nationalité en matière d'élection présidentielle. Et d'autre part, c'est que la Constitution actuelle n'interdit pas la représentation des Maliens de l'extérieur au sein de l'Assemblée nationale. En fait, il n'est même pas nécessaire de modifier la Constitution pour permettre aux Maliens de l'extérieur d'être représentés au Parlement. Ce que fait la Constitution, c'est de permettre, via une loi organique, de déterminer le nombre de députés et leurs conditions d'éligibilité. Donc rien n'empêche de passer par une loi organique pour permettre aux Maliens de l'extérieur d'avoir leurs représentants au Parlement. Donc si c'est vraiment la volonté du gouvernement de permettre aux Maliens de l'extérieur d'être représentés au Parlement, que le gouvernement le fasse, même en l'absence de révision constitutionnelle. Un autre argument en faveur de la révision constitutionnelle, c'est que on nous dit que la révision est nécessaire pour prendre en compte les accords d'Alger. Le projet de révision nous dit que le Mali fonctionne de manière déconcentrée et décentralisée. Mais la constitution actuelle de 92 ne dit pas le contraire. Elle ne dit pas que le Mali est un État concentré et centralisé. Donc pourquoi amender la constitution si on ne va pas la contredire ? Est-ce que la Constitution est le seul support de la décentralisation ? En réalité, si on regarde encore le contenu des amendements constitutionnels, on peut voir qu'ils ont pour conséquence de réduire les obligations du président de la République, d'augmenter son contrôle sur les institutions et d'agir en toute impunité. Beaucoup de gens disent que la nature humaine fait que lorsqu'on a du pouvoir, très souvent, on en veut toujours plus. Et ça, même si on arrive au pouvoir avec de très bonnes intentions. Et donc, pour contrôler ça, il faut un contre-pouvoir. Aujourd'hui, le seul contre-pouvoir au Mali, c'est la rue, c'est le peuple. Ça l'a été en 91 et ça l'est encore aujourd'hui. Mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Le peuple ne peut pas faire tout le travail. Ce qu'il faut, c'est des institutions qui ont également le rôle de garde-fou. Si on veut changer la Constitution, pourquoi pas ? Dès lors qu'on renforce les institutions, dès lors qu'on fait en sorte que les institutions soient plus indépendantes et qu'il y ait un réel contre-pouvoir au niveau de l'État, et pas seulement au niveau de la rue, il n'y a pas de problème. Mais en attendant que ça se produise, restons vigilants.